Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM et à votre émission hebdomadaire L'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté déroule son tapis à Sadou Sidibé. Sadou Sidibé est un administrateur civil de formation, ancien secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante, ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Avant d'occuper ses responsabilités, M. Sidibé a travaillé en tant qu'administrateur civil au niveau de l'État et il est retraité depuis 3 ans. Sadou Sidibé est également consultant en réforme du secteur de la sécurité, expert électoral. Sadou Sidibé, bonjour à vous. Bonjour. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo devant ce micro, Atiana Sergiulo. Alors, vous êtes administrateur civil, vous avez occupé des postes de responsabilité dans l'administration, vous êtes retraité depuis 2015. Globalement, déjà, quelles leçons vous tirez de votre expérience dans l'administration publique burkinabé? Depuis fin 2015, effectivement, je suis à la retraite. Mais je continue d'être actif parce que c'est une expérience exaltante d'avoir servi l'État, qui me l'a d'ailleurs rendu parce que j'ai été décoré, je suis commandeur de l'Ordre national. Et aujourd'hui, il est évident que les contextes ont fortement changé. Nous étions dans un autre type d'administration, mais la réalité est que l'État demeure aujourd'hui le socle sur lequel nous devons bâtir et construire une économie, une administration et puis construire également la cohésion sociale. Vous avez occupé des responsabilités de SG, par exemple, à la Commission électorale nationale indépendante, SG du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation, de la sécurité. De ces postes de responsabilité, qu'est-ce que vous gardez comme leçon apprise? Parce que c'est du secrétariat général du ministère de l'administration territoriale que vous êtes allé à la retraite. Oui, expérience acquise en quelques mots par rapport au poste que j'occupais et par rapport aux missions du ministère. C'était un peu le ministère de l'Intérieur, ça veut dire qui régentait, qui réglait un peu l'essentiel des problèmes qui touchent les populations. Donc c'est le ministère qui gérait de façon un peu ramassée, c'est-à-dire l'administration du territoire, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les questions par exemple de conflits également, d'autant plus que les gouverneurs, les hauts commissaires et les préfets étaient les représentants, sont toujours les représentants de l'État. Donc par rapport à toutes ces questions liées à l'administration du territoire, c'était un ministère qui était au croisement en vérité de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'épine dorsale de l'État. Je me rappelle qu'à l'époque, avec les différentes crises, en vérité, c'était un peu ces structures, en plus des collectivités territoriales qui étaient devenues l'amortisseur de la tension sociale. Donc à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine, par exemple, de la gestion des conflits communautaires, comme on peut les appeler, parce que ça peut concerner les questions de ressources, ça peut concerner les questions de chefferie coutumière, ça touchait aussi les aspects un peu de protection des personnes et des biens. Et vous avez la question de la sûreté des institutions. Et tout cet ensemble de questions était géré par ce ministère-là. C'est toujours un grand ministère. Et à l'époque, on avait la sécurité avec nous. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente comme expérience. J'ai vraiment été très heureux d'avoir servi mon pays à ce niveau de responsabilité. Justement, on va tirer de votre expérience juste pour avoir vos points de vue sur différents aspects. Vous avez évoqué les questions d'administration du territoire, on a les gouverneurs, les hauts commissaires de préfet. On a entendu pour certains politiques qu'il faudrait éviter les doublons par rapport aux responsabilités administratives ou du fait de la décentralisation. Par exemple, d'aucuns sont partants pour qu'on supprime les postes de préfecture dans les différents départements. Est-ce qu'avec votre expérience, vous pensez qu'aujourd'hui, un préfet, ça ne sert plus pratiquement à grand-chose? Non, je ne dirais pas qu'un préfet ne sert pas à grand-chose. En vérité, il faut mettre un peu de cohérence au niveau de nos territoires. C'est un choix qu'il faut faire. À partir du moment où on a opté pour la décentralisation, ça veut dire organiser le pays en collectivité territoriale. La logique aurait voulu qu'on reprécise, qu'on recentre, qu'on recadre un peu les autres énergies qui sont sur le même espace. Donc, être pour ou être contre, il faut maintenant arriver à voir quelles sont les missions du préfet. À un moment, on avait imaginé, dans le cadre des projets et programmes qui intervenaient, qui souhaitaient peut-être qu'on allait justement ce que vous appelez le doublon, c'était de voir comment on peut faire fonctionner un département, ça veut dire l'entité territoriale au plus bas niveau, sans un des acteurs. C'est-à-dire on enlève le préfet, on le ramène par exemple au niveau provincial,
on le dote de moyens, parce que c'est ça aussi souvent, puisque il n'est pas dit que toutes les attributions que le préfet a ont été transférées au maire. Donc il faut que, de façon vraiment judicieuse, cette question soit portée au niveau du débat national, j'allais dire, et qu'on puisse faire une option en tenant compte des ressources, en tenant compte aussi des compétences. Mais en même temps, il faut savoir que tant que nous sommes dans un système hautement partisan, nous n'avons pas l'impression que nos populations ont une certaine maturité qui peut les amener à comprendre que le développement local doit se faire sans tenir compte un peu de certaines considérations. C'est ça. Ça veut dire que si tout le monde a en tête l'intérêt général, ces questions-là vont se résoudre toutes seules, de mon point de vue. Donc pour vous, c'est juste une question d'option et fait de telle sorte qu'on recadre et qu'on redéfinisse un peu les responsabilités de tout un chacun. Absolument. Il y a eu énormément d'études, il y a eu des propositions qui ont été faites. Et pour vous dire que, par exemple, la création des nouvelles entités territoriales, les demandes était à fusion en son temps. Parce qu'il avait été dit, le ministère avait opté de faire une sorte de débat participatif au niveau des régions pour qu'on voit comment, parce qu'il est dit que c'est sur la base de la demande des populations d'un certain nombre de villages qu'on peut créer une commune. Et après, ça va être entériné par la loi. Alors, il est important de savoir qu'on avait mis en place un comité technique, on avait mis en place des critères en termes de population, en termes de distance par rapport aux structures administratives existantes et mettre des critères qui allaient amener les populations à élaborer, à construire elles-mêmes les différentes infrastructures. Et bon, il était question de créer les communes, de créer des départements pour encadrer ces communes, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas seulement de créer, c'est d'abord savoir ce qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on veut en créant une entité administrative? C'est de rapprocher l'administration des administrés. C'est d'apporter une plus-value par rapport aux conditions existantes. Et vous allez remarquer que même quand on rentre sur le plan sécuritaire, nous avons un problème de maillage. Il y a une insuffisance qu'on dit maillage sécuritaire sur le territoire. Je vous explique un peu la situation. Et vous vous retrouvez un moment avec des collectivités. Ça peut être une commune ou ça peut être une entité territoriale, un département, où vous n'avez ni commissariat de district de police, ni brigade territoriale de gendarmerie. Et à côté, vous allez vous retrouver avec un autre département ou une commune qui a et la police et la gendarmerie ensemble. C'est ça qu'on dit, en vérité, c'est comme l'aménagement du territoire. D'accord, on ne jette pas la faute sur ceux qui sont en place. Nous avons tous été responsables. Ça, c'est l'absence de vision. Malheureusement, aujourd'hui, quand on voit l'aménagement des ressources et quand on voit l'importance d'avoir une présence de l'État sur le territoire, il est important de reconsidérer tout ça. Et pour moi, ça fait partie des solutions à la crise actuelle que nous vivons. La crise sécuritaire que nous allons aborder. On va rester toujours sur votre expérience. Vous avez évoqué les questions, les créations d'entités administratives. On a évoqué un peu une certaine politisation par rapport à la création de villages, à l'érection de certaines localités, les communes par exemple. En province, on a vu le bilan qui a été fait. Le ministère de l'administration reçoit des dizaines de milliers de demandes d'érection de villages ou de création de provinces. Est-ce qu'à ce niveau, ce sont des questions que vous avez dû faire face? La création de nouveaux villages, des communes qui demandent à être érigées en province. Oui, effectivement, j'ai eu l'honneur, quand j'étais à ce poste-là, de recevoir effectivement les demandes. Et à l'époque, le ministre nous avait instruit de mettre en place une commission et d'analyser. Et c'est comme ce que je vous disais, aujourd'hui, pour créer un décret qui organise ça, mais uniquement pour les villages. Ça veut dire par rapport au hameau de culture, il y a un critère généralement de population ou de ménage, ça veut dire des familles. Et vous avez un critère aussi de distance par rapport au village d'origine de rattachement. Mais la création d'un hameau de culture en village a des implications, a des conséquences. Déjà, par rapport au volet électoral, vous savez que dans notre dispositif aujourd'hui, un village, c'est conseiller municipal, il faut 2 conseillers municipaux. Donc, du coup, ça peut avoir des implications. Donc, ça peut être instrumentalisé pour pouvoir renforcer, parce que ça devient une amplitude, une circonscription électorale et souvent les gens peuvent jouer là-dessus. Mais la vérité est que les gens, quand vous voyez le mode de scrutin d'aujourd'hui, quand on fait des élections municipales, et comme c'est un jeu partisan, c'est des partis qui s'arrangent, qui font un peu les tractations pour désigner le maire. Du coup, ça vous crée des situations souvent de désolation. Et c'est à ce niveau que se trouvent les violences post-électorales.
On dit, ah, un tel là, son village là, c'est de l'autre côté, il ne peut pas être maire ici. Donc, vous voyez, ça, c'est des considérations qui nous mettent en retard énormément. Donc, les gens continuent à gérer ces bagarres-là. Pendant toute la durée du mandat, il n'y a pas d'activité de développement. Ça bloque le fonctionnement. On a l'impression d'être toujours dans une phase de campagne électorale. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il faut reconsidérer tout ça. Il y a de très bonnes propositions sur la table qui existent. Et on peut amener ça au niveau décisionnel. Les députés, les élus du peuple ou même les autres niveaux de décision peuvent s'exprimer là-dessus. Est-ce que c'est la même chose pour les communes qui demandent à être érigées en province? Parce qu'on a des demandes aussi sur la question. Bien sûr. En fait, pour les communes, c'est ça je dis, il faut simplement que l'autorité mette un critère en termes de population. Et là, en termes de population, c'est quoi? Généralement, la commune rurale, c'est avoir un regroupement d'au moins 5000 habitants. Avoir la capacité de faire un budget de 5 millions de francs CFA. Et la distance, généralement, on prend des distances vraiment autour de 10 km comme ça. Je ne suis pas sûr si les critères ont changé. 10 km par rapport à la commune d'origine de détachement. Et à l'issue de ça, pour moi, ça peut amener les populations à elles-mêmes s'investir, parce qu'aujourd'hui, on a un problème pour mobiliser l'impôt. Être autonome, ça veut dire avoir la possibilité de gérer ses propres affaires, avoir une autonomie au niveau de la collectivité. Ça implique aussi la participation des gens. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand les gens sont assis, on est en décentralisation, les gens attendent tout de l'État. Et ça, c'est un peu l'erreur, je crois, par rapport à la réussite de notre système de développement local. Et qu'est-ce qui explique un peu ces rattachements de localités à d'autres, alors qu'il n'y a pas de proximité géographique ou de proximité historique? On a par exemple le chef-lieu qui est situé à 10 km, la commune est rattachée à une autre localité qui est située à une distance plus longue. On a des situations de ce genre à travers le pays. Oui, ça c'est des réalités un peu de l'histoire. Parce que quand vous voyez l'évolution de notre système territorial, c'est venu à l'époque la colonisation qui a développé des centres dès le départ. Et c'est les anciens cantons, par exemple. Et par la suite, il y a eu d'autres considérations telles que ce qui existe en termes de ressources socio-économiques. Et par la suite, quand ces entités ont été faites, s'il n'y a pas d'évolution en termes de découpage, les villages vont toujours se retrouver à des distances éloignées alors que le chef-lieu se trouve à quelques kilomètres. Voilà, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ces villages éloignés aient la possibilité d'avoir des équipements collectifs, notamment un dispensaire, une école, de l'eau potable, avoir la possibilité aussi d'inscrire leurs enfants. Et puis c'est être connecté au développement. C'est ça le plus important. Un mot sur la dissolution des conseils municipaux, parce que c'est une prérogative aussi du ministère de l'administration territoriale. On a souvent reproché au ministère d'être partisan, de faire un peu le jeu de ceux qui sont au pouvoir avec la dissolution de certains conseils municipaux. Et finalement, quand les gens attaquent en justice, le tribunal administratif donne raison souvent à des protagonistes. Est-ce que le ministère de l'administration territoriale de Oman n'est pas aussi instrumental, n'est pas politisé? On prend des décisions juste pour contenter des chapelles politiques. Là, il faut peut-être, je ne suis pas la bonne personne à laquelle vous posez la question. Je ne suis plus au ministère, mais du temps où moi j'étais là-bas, nous avons effectivement eu, mais il faut être très, très, très regardant au niveau de la loi. Et l'essentiel ici, c'est que en tant que puissance publique, l'État doit être le premier à se plier aux règles de droit. Mais quand vous faites les choses sans rentrer dans les textes et voir toutes les possibilités pour vous protéger, là, il peut arriver que le juge voit autrement les choses. Ça peut arriver à tous les niveaux. Ce n'est pas forcément le côté partisan aussi? C'est possible que la décision a été précipitée, mais en principe, quand vous regardez les textes là, les différents éléments qui peuvent amener à suspendre un conseil municipal, c'est très clair. Ça est dans le Code général des collectivités territoriales. En vérité, si vous tenez compte de ces éléments, il est difficile que le juge, parce que c'est sur la base légale aussi que le juge travaille, sur la base des textes. Donc maintenant, si ça a été mal ficelé, je regrette, mais c'est normal que ça échoue au bout du compte. Et les gens peuvent avoir toutes les interprétations qu'ils veulent. Mais ce que je voulais dire, c'est déjà un signe que le système marche. Parce qu'il n'y a pas un abus. Il n'y a pas... Le ministère ne peut pas, comme ça, démettre un conseil municipal. Donc, il est toujours important qu'il y ait par derrière
le juge qui peut revenir sur la décision du ministre. Vous êtes bien sûr Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Sadou Sidibé est notre invité, retraité de l'administration publique burkinabé depuis 3 ans. Il est administrateur civil de formation, ancien secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, ancien secrétaire général également de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, il est consultant dans les domaines de la réforme du secteur de la sécurité, de la prévention de la radicalisation, de la lutte contre l'extrémisme violent, des processus électoraux, de la décentralisation et du développement local. On va s'arrêter sur un aspect de votre activité maintenant, consultant du secteur de la réforme de la sécurité. Exactement, qu'est-ce que vous faites concrètement sur ce chapitre-là en tant que consultant? Bon, en tant que consultant, j'apporte un peu mon expérience sur des questions liées à ce secteur-là. Bon, notamment, voir comment on peut renforcer la sécurité intérieure, parce que vous savez que nous avions des textes en son temps qu'on appelait la stratégie nationale de sécurité intérieure qui développait un peu les différents axes. Et aujourd'hui, après le forum sur la sécurité qui s'est tenu en 2017, il était question de rédiger une politique de sécurité nationale, une politique nationale de sécurité. Et je pense que cela est toujours en cours. Donc notre rôle, c'est d'apporter simplement notre assistance et notre expertise, si on peut le dire, par rapport à l'élaboration de ces différents textes d'encadrement, d'orientation. Et souvent aussi, on peut aller à exécuter des missions sur demande des partenaires qui accompagnent, qui ont besoin d'avoir la vue de quelqu'un qui est extérieur au système pour pouvoir se faire une idée vraiment. L'actualité cette semaine avec la situation sécuritaire, c'est le commissaire de police du district de la commune rurale de Ban, province du Loroum, dans la région du Nord, qui a été tué ce 12 mars par des individus armés alors qu'il se rendait à Ouéguia. Dans la nuit du 13 mars, un gendarme a été tué dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de la commune rurale de Tougouri, dans le centre-nord. Un peu plus tôt dans la journée de ce 13 mars, toujours autour de 14h à Nassongo, dans la région de l'Est, plus d'une dizaine d'hommes non identifiés ont enlevé 4 personnes et détruit du matériel d'électrification rurale d'un projet. Les assaillants ont également apporté un véhicule pick-up. Globalement, sur ces différents faits d'insécurité pour cette semaine, quelle est votre réaction, M. Sidibé? Bon, de mon point de vue, cette situation résulte de la conjonction de plusieurs facteurs. Vous avez des facteurs externes, vous avez des facteurs internes. Et il est évident qu'aujourd'hui, la sécurité est devenue la première préoccupation. C'est-à-dire quand vous prenez le tableau de Maslow qui situe un peu les besoins humains, c'est en 5 ou combien, il y a à la base, là, le besoin le plus basique que la population recherche aujourd'hui, c'est être en sécurité. Donc la sécurité, le contexte de la sécurité a évolué rapidement dans notre pays. Je me rappelle que jusqu'en 2014 ou 2013, on va reculer jusqu'en 2013, quand on attaquait au Mali, ici, au ministère, nous avons déjà, en vérité, on a dit de commencer à faire une réflexion prospective parce que ce qui arrive chez le voisin finira par nous arriver. Donc vous avez un ensemble d'éléments qui, on ne peut pas dire qu'on pouvait anticiper, mais qui dessinaient déjà que nous ne sommes pas si protégés que ça, même si tous les éléments n'étaient pas en place pour déclencher cette situation. C'est vraiment regrettable, on est en plein dedans, mais il faut savoir que quand on parle de facteurs extérieurs, de facteurs externes, vous avez l'ambition expansionniste des groupes extrémistes qui sont présents. Et souvent, ils sont sur toute la bande sahélienne de l'Afrique. On a mené énormément d'études dessus. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de documentation là-dessus. Et quand on parle d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, quand on parle de l'État islamique du Grand Sahara, EIGS, et le groupe armé Touareg, Imga de Ali, la Gatia, le mouvement arabe de l'Azawad, le mouvement national de libération de l'Azawad, le mouvement de salut de l'Azawad, le mouvement pour l'unicité de l'Azawad, et vous avez le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Ces groupes nourrissent l'ambition de créer dans cette partie de l'Afrique un État islamique. Ça, c'est démontré. Et vous avez maintenant, ils ont créé des groupes satellites autour.
notamment au Mali, Amadou Koufa, qui est dans la zone du Massina, dans la partie du Burkina, Diko, Malam Diko, et la partie, vous avez l'autre côté aussi, Bouakar Sawadogo, qui est le chef de Ansardine Sud. Donc tous ces groupes-là travaillent dans cet esprit, et il faut savoir qu'il y a une logique, pour ne pas dire un imaginaire chez les terroristes, c'est de détruire les frontières. Ils s'attaquent à l'État-nation. Donc pour eux, c'est d'effacer d'abord la notion d'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'arriver à inhiber les frontières. Ça veut dire qu'on ne parle plus de frontières. Et le troisième niveau, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de communauté nationale. Il y a un État islamique avec une communauté. Et c'est cette communauté, en vérité, que les gens appellent le califat, pour un peu faire allégeance. Ça, c'est un peu l'imaginaire, voilà, des djihadistes. Mais vous avez également, à côté de ça, l'effet collatéral du développement d'une économie criminelle. Et ces économies-là... Ce sont les différents trafics. Exactement. Vous avez tout type de trafic dedans. Trafic de drogue, trafic de carburant, armes, carburant, les stupéfiants, les médicaments. Vous avez tout. Et là-bas également, vous vous rendez compte qu'ils occupent souvent des sites comme les sites d'orpaillage. Ça les arrange parce que vous avez beaucoup de nationalités, vous n'avez aucun contrôle et ça les permet de recycler leur économie criminelle. Maintenant, à l'interne, vous avez également un certain nombre de facteurs qui explique l'érosion du tissu sécuritaire. Si je peux me permettre, allez-y. Vous avez la fragilisation des forces de défense et de sécurité. Donc, depuis 2011, en vérité, j'étais dedans, on a eu des mutineries ici. Et ces mutineries, quoi qu'on dise, ont occasionné des licenciements au sein des rangs des forces de sécurité. Vous avez un autre élément qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la dissolution également du RSP. De l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Régiment de sécurité présidentielle, à la cour du coup d'État, dont le jugement est en cours en ce moment. Et ça, quoi qu'on dise, ils étaient au cœur du dispositif sécuritaire du pays. Donc aujourd'hui, avec cette situation, vous avez la reconstruction justement de tous ces dispositifs qui est en cours mais qui n'est pas achevé. Et généralement, les djihadistes, ils sont très forts pour profiter de ces situations de fragilité passagère ou circonstancielle pour pouvoir justement vraiment faire leur sale besoin. Vous avez également un phénomène social qui a apparu depuis après l'insurrection ou même peut-être avant, c'est l'effritement de la cohésion sociale. Vous avez remarqué que les menaces terroristes prospèrent souvent dans les milieux où la cohésion est mise à rude épreuve. Et vous allez constater que ils ont commencé en vérité à déstructurer tout ce qui est cohésion. Et pendant ce temps, la communauté est elle-même apeurée parce que tu ne sais plus quelle attitude prendre. Et du coup, les composantes vulnérables de la société sont de la plupart du temps happées par ces gens-là. Si vous avez des jeunes désœuvrés, des gens comme ça, les gars leur proposent un peu d'argent dans le désœuvrement, ils ne mesurent même pas les actes qu'ils posent. Et au fil du temps, ces gars-là, on les transforme en véritables tueurs. Et à côté de ça, vous avez également... le problème a évolué. Hein. Vous avez vu que au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, à l'intérieur même des communications entre nous, là, le discours est devenu virulent. Il y a une indiscipline caractérisée. On a eu des expériences malheureuses où des policiers sont morts parce qu'ils réglaient la circulation routière. Et ça, c'est incroyable. Comme phénomène, c'est tout ça, en fait, c'est le terreau, c'est l'ambiance même. Et tu observes dans la circulation comment les gens se comportent. Ce qu'on a appelé la baisse de l'autorité de l'État. Oui, c'est peut-être une conséquence, mais en même temps, il y a un signe qui touche à la citoyenneté même. Ça veut dire que tu as l'impression aujourd'hui que les gens pensent que leur citoyenneté s'exprime
le statut de la citoyenneté, là, c'est dans la violence, dans l'incivisme ou, en tout cas, ce n'est plus le respect de certaines valeurs, qu'elles soient sociétales, telles que, bon, moi, je suis doyen maintenant, hein, mais dans la circulation, si je me comporte, je me fais insulter par les ils voient que je suis son papa, mais ils s'en fichent. Et ça, c'est des éléments, en vérité, qui dénotent que nous sommes dans une société en pleine mutation. En pleine mutation. Et il est important qu'au niveau de la réflexion, au niveau de la construction que nous voulions faire, qu'on intègre tous ces éléments parce qu'il y a souvent une fracture aussi générationnelle. Nous, ce qu'on réglait de façon un peu... en tenant compte un peu de beaucoup de facteurs, aujourd'hui, les gars veulent un résultat tout de suite. Vous voyez? Et quoi qu'on dise aujourd'hui dans l'administration publique, ne vous trompez pas, il n'y a plus de secret. Vous ne pouvez plus garder un secret. Donc ici, la réponse c'est quoi? C'est d'aller à quelque chose de plus transparent. Mais en même temps, il faut aller dans le sens de l'efficacité et éviter, sortir un peu des sentiers battus. Avant, on avait la latitude que l'administration, c'était quelque chose de fermé un peu. Ceux qui ne sont pas dedans ne connaissent pas. Vous envoyez des messages par le réseau administratif de communication, c'est codé. Même le monsieur de l'appareil qui reçoit ça, c'est chiffré. Il ne peut pas déchiffrer. Il ramène sur l'autorité administrative qui prend son livre et qui décode ça. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus ces éléments. C'est l'évolution de notre société. Donc, il faut que notre administration soit anticipative et qu'elle soit à mesure de comprendre l'exigence que les citoyens posent. Ça, c'est excessivement important. Mais il y a quand même une évolution de ce problème de sécurité. Alors, vous avez évoqué des facteurs à la limite expansionnistes, un peu les velléités expansionnistes des groupes terroristes. Oui. Il y a le contexte international, justement. Il y a le contexte national avec son lot de problèmes de gouvernance ou de cohésion sociale. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu le discours politique? Parce que depuis 2015, les attaques terroristes sont récurrentes. On parle d'opérations de déstabilisation du pays. Le discours politique, est-ce que vous comprenez? Parce que dans l'analyse, ce n'est pas ressorti. Oui, mais en vérité, tout est lié. Quand on parle de l'absence de cohésion sociale, vous pouvez tout mettre dedans. Vous avez les facteurs politiques, vous avez les facteurs socio-économiques et vous avez les facteurs socio-culturels aussi. Parce qu'au niveau religieux, tout confondu, ce n'est pas une seule religion, vous avez souvent des discours rigoristes qui commencent à monter en surface. Ce qu'on appelle les extrémistes. Voilà, les extrémistes commencent à monter. Et même au niveau de certains comportements. Vous avez des gens, quand tu viens, ils disent non, si tu bois de l'alcool, tu ne peux pas rester avec nous. Ce n'est pas possible, on ne te sert pas. Donc, vous avez ces extrêmes-là aussi qui pointent. Donc, c'est un ensemble de phénomènes. Mais généralement, ça arrive dans toutes les sociétés en mutation, mais c'est arrivé justement à cerner et maintenant à anticiper. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la vision, les gens ont pensé que c'est uniquement les trucs de la religion musulmane. Non, il faut vous détromper. C'est un phénomène qui touche à tous les corps de la société. Et aujourd'hui, vous avez à côté de ça, parce que c'est des facteurs qui viennent ensemble. Il y a un contexte d'effritement et de faillite à la limite de l'État. J'utilise des mots forts. Mais aujourd'hui, notre État, en vérité, en dehors peut-être des structures au niveau central, vous sortez, vous rentrez dans les provinces, vous allez dans les villages. L'État est quasiment inexistant. L'État n'a plus ses prérogatives, que ce soit par manque de moyens. Tu vois comment une administration, par exemple, d'une préfecture fonctionne. Mais c'est incroyable, tu vois. Donc, il fut un moment où on a pensé qu'il faut créer, il faut mettre mais on ne donne aucun moyen. C'est comme les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Nous avons fait une étude là-dessus. Mais en vérité, les gens manquent ils utilisent leurs propres ressources. Ils utilisent leurs propres motos pour faire les choses. Ils utilisent, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais ça, en vérité, pendant longtemps, on a trouvé ça normal parce que notre système de sécurité, c'était plutôt des questions de prévention
ou d'intervention, il n'y avait pas. Les aspects anticipation, la prévention et la protection, on n'avait pas de menaces qui se signalent aujourd'hui. Donc il y a toute cette mentalité qu'il faut reconstruire pour que les gens se mettent dans une logique de vivre avec un risque permanent. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément, c'est l'effondrement des idéologies. L'offre politique n'est plus ça. Vous n'avez plus cet engouement où des gens vont, ils vous donnent, ils vous vendent des rêves. Ça n'existe plus. Les gens sont en train de se battre pour se partager des postes. Et malheureusement, par derrière, c'est les populations qui payent le prix fort. Et vous avez aussi ce phénomène de mondialisation qui est venu. Aujourd'hui, bon, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est le monde de l'instantané. L'information, vous l'avez à la minute près. C'est intéressant. Mais en même temps, mais vous ne pouvez plus chercher à gérer une situation en disant que, bon, on va trouver comment. Non, vous êtes obligé de réagir et de maîtriser le volet communicationnel. C'est pour ça, souvent, en période de crise, il est dit qu'il y a une forte responsabilité sur la gestion de la communication. Quand des gens commencent à parler, le premier responsable dit quelque chose. Celui qui vient après dit la moindre dissonance, là, c'est foutu. Là, c'est sur ça, les gens s'appuient et tout de suite, ils vous démontent votre discours. Vous avez évoqué 2013, la situation au Mali. Est-ce qu'au Burkina, on a manqué d'anticipation pour prendre les mesures et se dire que ça peut nous arriver? Et oui, non, on n'a pas manqué d'anticipation. C'est dire, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, en vérité, en 2012, on avait organisé le Forum national sur la laïcité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a eu des participants venus au Mali qui ont dit, mais en fait, vous êtes en train d'anticiper sur ce qui s'est passé chez nous. Mais en vérité, on n'avait pas ce problème-là. Ici, au sein de nos communautés religieuses, vous avez souvent des discours, des comportements, mais jusqu'à présent, c'est cette cohésion-là, hein, et elle existe en vérité. Mais au Mali, en fait, ce n'est pas partie de ces éléments de cohésion entre des religieux. C'est des questions de territoire, c'est des vieilles questions qui ont ressurgi. Parce que la décentralisation qui avait été engagée à l'époque, parce que vous vous rappelez ici, on avait des réfugiés Touaregs dans les années 90. Ça veut dire que c'est un vieux problème. Et les gars ont eu le temps de s'armer. Et puis, il y a le contexte sous-régional et même international qui a joué là-dessus aussi. Et ça, c'est important de savoir que ceux qui viennent nous aider, en vérité, nous aident pas pour nos beaux yeux. Il y a des calculs géostratégiques, il y a des besoins d'occupation de l'espace et d'exploitation aussi des ressources. Et tous ces phénomènes mis ensemble, en tant qu'État, nos petits États individuellement, vous êtes fragiles. Vous êtes fragiles. Ça, c'est une réalité. Alors, sur le Burkina Faso, on a vu, pour prendre les choses en main, le gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence sur un certain nombre de provinces, 14 provinces. Un couvre-feu a été instauré dans la région l'Est du pays, du 7 mars au 20 avril. Grosso modo, vous avez connu l'expérience de la gestion de l'administration par rapport au couvre-feu. Quelle est la portée, par exemple, quand on instaure un couvre-feu dans une zone précise? Bon, couvre-feu, c'est la conséquence de l'état d'urgence. Il faut savoir que l'état d'urgence... Spécifiquement, c'était à l'Est, alors que l'état d'urgence, certaines localités de l'Est aussi et du Sahel, du Nord, sont concernées. Oui, non. À partir de ce moment, du moment où on décrète l'état d'urgence, on remet à l'autorité locale le pouvoir de choisir les mesures conservatoires les plus adaptées à son espace territorial par rapport à la situation, à la gravité. Donc c'est dans ce cadre que le gouverneur de l'Est a décidé... C'est dans ce cadre que c'est le gouverneur qui a signé. Le rôle de l'État, c'est de déclarer, de prendre le décret et de citer les collectivités ou les circonscriptions administratives concernées. Maintenant, c'est le représentant de l'État sur place qui apprécie les mesures à mettre en route. Maintenant, il faut savoir que l'état d'urgence, c'est une mesure pour renforcer l'efficacité des actions de lutte contre le terrorisme ou toute autre catastrophe. On a une opération militaire actuellement en cours à l'Est et au centre-Est. Oui, mais en vérité, l'opération militaire, elle répond à des situations de l'opérationnel. S'il est établi que les groupes sont en train de s'organiser là-bas, ils ont le renseignement, ils sont identifiés, c'est normal. Mais pour favoriser justement leur action, la mesure d'état d'urgence
permet à l'autorité administrative de décréter le couvre-feu. Et c'est l'accroissement des pouvoirs de police, quoi, de l'autorité militaire en vérité, ou de l'autorité de police. Il faut savoir qu'il y a un ensemble de pouvoirs de restriction que l'autorité a, qui peuvent aller de l'interdiction de circulation, que ce soit des personnes ou des véhicules, à des lieux précis et à des heures fixées par arrêté. Ça, c'est le couvre-feu. Vous avez également l'autorisation des perquisitions dans les domiciles des citoyens à toute heure, je vous dis. En temps normal, bon, il y a des heures légales. Et vous avez les mesures aussi qu'on peut prendre, c'est lors de remise des armes et munitions ou de faire procéder à leur recherche ou à leur enlèvement. Ça, c'est autorisé quand la circonscription est sous état d'urgence. Et vous avez aussi cette vision de dire que si on fait l'état d'urgence, non, nous sommes arrivés à un point où on n'a pas d'autre choix que de prendre ces mesures pour permettre de bloquer le risque même de démantèlement du faso, de la patrie. Nous en sommes à ça. Donc, je trouve que c'est pertinent, ces mesures de couvre-feu. Et elles ne sont pas normalement étalées sur un long temps. C'est pour 6 mois en attendant. C'est pour 6 mois. Bon, je pense qu'il y a possibilité de prolonger. Mais avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Exactement. Si je dois faire une appréciation, c'est que par rapport à l'efficacité de cette mesure-là, ça veut dire que les récentes interventions de l'armée, surtout dans la zone de l'Est, il a fallu qu'il y ait le couvre-feu pour les permettre vraiment d'avoir l'amplitude de contrôler en tout cas le risque qui était extrêmement développé dans la zone là-bas. Sur ces interventions militaires, de plus en plus, on entend des exécutions sommaires, des bavures. On a vu la situation au niveau du nord, dans les localités de Caen, dans la région du nord précisément. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a rendu public une enquête sur la riposte de l'armée justement à la suite d'une attaque terroriste dans la nuit du 3 au 4 février dans cette localité du nord. Et on relève au moins 64 personnes tuées de façon sommaire et dans les villages environnants de Caen, selon le chiffre présenté par le MBDHP. Globalement, quelle est votre réaction sur ces bavures, ces exécutions sommaires recensées par le MBDHP? Bon, il reste entendu que conformément au corpus juridique en vigueur, ni l'état d'urgence, ni la lutte contre le terrorisme ne peut justifier des bavures ou d'exécutions sommaires en dehors d'une décision de justice. Cependant, je préfère garder une réserve sur cette question, car il m'est revenu qu'effectivement, le MBDHP, j'ai un peu suivi quelques parties de leurs rapports, avait assorti de... C'est suite à des enquêtes qu'ils ont menées sur le terrain, il y a eu quand même des recommandations. Avec aussi. Des témoins directs ou indirects sur le terrain. Bon. Et pour moi, c'est bon qu'au niveau de la puissance publique, ils puissent aussi suivre et réagir. Parce que comme on l'a dit, quoi qu'on dise, bon, s'il y a des règles d'engagement, ça reste quand même à respecter le droit de tous les citoyens et puis d'agir conformément au principe de droits humains. Sur le terrain, le MBDHP dit avoir relevé des personnes qui sont apeurées, qui se disent victimes du terrorisme, de la lutte antiterrorisme, qui manifestement ou selon les témoins recueillis sur place, il y a de la méfiance maintenant avec les forces de défense et de sécurité. Oui, en vérité, ça c'est un peu la stratégie qu'aiment bien les terroristes parce que... Et c'est pour ça les interventions militaires, c'est toujours circonscrit dans le temps parce que il suffit d'une bavure et ça veut dire tout le capital confiance ou la relation entre militaires et citoyens de la zone, ça peut détruire totalement parce que les militaires, quand même, l'armée, c'est un peu le représentant, l'émanation du peuple. Maintenant que si de ce côté-là, il y a vraiment une méfiance, ça veut dire que la lutte est loin d'être gagnée. Et c'est ça qui est extrêmement délicat souvent. Comment intervenir dans des conditions extrêmement difficiles où tu peux te retrouver en situation de légitime même défense, mais tu touches quelqu'un qui n'est pas concerné par la lutte. C'est pour ça, au niveau des grands principes d'intervention militaire, il y a ce qu'ils appellent... ça veut dire que c'est des gens qui sont là, dans le cadre de la lutte contre le show, au niveau du G5 Sahel, c'est ce qu'ils disent quand ils vont mettre en place la force conjointe. On met ce qu'on appelle les prévôts. Et c'est un système, c'est comme la police judiciaire
qui est avec toutes les troupes qui interviennent, et normalement qui préserve les zones de combat, qui essaie de délimiter un peu les choses. Et c'est ça la composante police qu'il faut mettre. Des forces militaires pour pouvoir atténuer un peu. Parce que nous avons des pôles judiciaires spécialisés pour la lutte contre le djihadisme normalement. Bon, s'ils sont pris, on les fait passer devant ces pôles judiciaires-là. Mais dans le cadre des combats comme ça, bon, il est effectivement difficile. Mais ce que je voulais dire, pour clore peut-être sur ce point précis, la réponse au terrorisme est multidimensionnelle. Elle doit être multidimensionnelle. Et aujourd'hui, notre pays a été mis à rude épreuve par les attaques terroristes. Il faut revoir notre système de gouvernance. C'est extrêmement important, que ce soit aux côtés de la gestion, mais ce n'est pas seulement l'action militaire. Il y a la phase justice qui est extrêmement importante et il y a la phase développement aussi. Parce que souvent, c'est des espaces qui ne sont pas gouvernés. C'est là où ça pousse. Et la nature a horreur du vide. À côté de ça, vous avez aussi des milices qui se développent, qui portent des armes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'armée n'a plus le monopole des armes. Et ça pose problème. Vous avez les djihadistes, mais pas seulement. Vous avez les groupes d'autodéfense aussi qui détiennent des armes. Et quand on arrive à ça, ça fragilise l'autorité de l'État, ça fragilise la mise en œuvre des forces de défense et de sécurité sur un certain nombre de théâtres d'opération. Alors, sur le rapport du MRHP, le gouvernement a publié un communiqué ce 14 mars où, tout en émettant des réserves sur les méthodes d'investigation des acteurs des mouvements de défense des droits humains, il prend acte des allégations et rassure que les investigations sont en cours sur les faits présentés. Quel est votre commentaire sur cette sortie médiatique du gouvernement qui dit prend acte de ces allégations et qu'il y a des enquêtes en cours? Oui, c'est bon qu'ils aient pris acte. Maintenant, on attend de voir un peu l'issue des enquêtes qu'eux, ils vont... La contre-enquête plutôt, qui sera peut-être confrontée avec les résultats des enquêtes du MBDHP. Mais ce qui est important pour ça, il est important que nous puissions construire dans la confiance des populations. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer, il est important d'empêcher les impunités et de garantir le respect des droits de tous les citoyens du pays. Ça, c'est extrêmement important, sinon nous risquons d'aller à des dérives. Et aujourd'hui, avec cette situation, tout le monde a peur. Vous avez plusieurs acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas identifiés. Même les bandits, les coupeurs de route, en vérité, on n'en parle plus. Tout le monde est devenu djihadiste. Mais à côté de ça, vous avez aussi une tension sociale au niveau des organisations, les syndicats et tout là. C'est une ambiance qui ne rassure pas, si vous voulez. Est-ce que vous voyez? Et ici, il est bon quand même que on puisse ramener les gens à la raison pour qu'on puisse vraiment sauver le pays, ce pays que nous aimons tous. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, Sadou Sidibé, retraité de l'administration publique, est notre invité. Il est ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, ancien secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante. Il est aujourd'hui consultant sur les processus électoraux. Un dernier mot sur ce volet, la question du processus électoral. Globalement, le Burkina s'apprête à opérationnaliser le vote des Burkinabés de la diaspora. Il y a eu le 28 février le lancement des opérations spéciales de délivrance des cartes nationales d'identité pour les Burkinabés de la diaspora. Et ces opérations s'inscrivent dans le cadre du vote des Burkinabés de l'extérieur pour les scrutins de 2020. Déjà, pensez-vous que nous sommes sur la bonne voie pour enfin matérialiser le vote des Burkinabés qui a été promis à plusieurs reprises? Oui, comme vous le dites, j'ai rebondi au mot plusieurs reprises. Je me rappelle que à la CENI, on avait dit que ça allait être en 2010 d'abord que les Burkinabés de l'étranger allaient voter. Après, on a dit 2015. Après, on est allé à 2015. Il y a même eu des missions à l'extérieur, tout. Et effectivement, plein de missions pour aller essayer de recenser tous ces Burkinabés de l'étranger. On a remis ça en 2020 maintenant. Voilà, maintenant nous sommes à 2020. On espère que ce serait une réalité. Mais il faut savoir que le défi majeur qui se présente aux différents régimes-là, c'est la mise en œuvre de ce vote, sans occulter les contraintes techniques objectives. C'est très facile de parler du vote des Burkinabés de l'étranger, mais il y a énormément de contraintes. On a vu justement quand la loi est passée à l'Assemblée nationale, le torchon a brûlé, ou du moins brûle l'opposition et le parti au pouvoir, parce qu'on a décidé désormais, les Burkinabés ne voteront que dans les représentations diplomatiques du pays. L'opposition crie à une restriction
et ça ne reflète pas la réalité. Est-ce que pour vous, c'est de la sérénité pour permettre l'effectivité un peu de ce droit qu'on a promis aux Burkinabés de l'extérieur? Bon, je suis mal à l'aise pour commenter ce type de décision. Moi, je m'en tiens à ce que la loi a retenu. Et quelles sont les contraintes alors? Aujourd'hui, selon la loi, le code électoral qui a été révisé le 30 juillet 2018, c'est que c'est uniquement dans les enceintes des ambassades et des consulats généraux qu'on vote. Je me dis quand même que il va être difficile de mettre ça en application. Parce que quand vous regardez par rapport aux autres pays, et comme il y a le principe de réciprocité souvent quand c'est entre pays, le fait par exemple que quand des Maliens ou des Sénégalais ou des Ivoiriens pendant les élections votent ici, mais on ouvre des écoles en dehors de leurs consulats ou de leurs ambassades. Ça, je pense que c'est des dispositions que la CENI peut négocier avec... en relation avec le ministère des Affaires étrangères, ça ne posera pas de problème. Dès lors que la loi a été votée, on a fixé des endroits précis, est-ce qu'il est possible encore à la CENI de faire autre que la loi prévoit? Bon, là, en vérité, c'est une question de consensus. Parce que sur le plan de la mise en œuvre, mais je vous demande d'imaginer le cas de la Côte d'Ivoire. On a combien de consulats généraux là-bas? Je pense qu'il y a Bouaké, il y a Soubré, il y a Abidjan où il y a l'ambassade, mais vous avez énormément de gens qui vont voter, qui sont dans des villages, dans des zones assez éloignées. La mise en œuvre peut effectivement poser problème. Maintenant, par rapport à l'organisation d'opérations de délivrance massive des pièces d'état civil, bon, ça c'est une opération qui est à saluer parce que, en dehors même du processus électoral, il est bon que les nationaux puissent avoir leurs pièces. Premier élément. L'autre élément, il faut que le dialogue se poursuive entre les parties prenantes. Sinon, les gens vont aller se frotter à des difficultés. Et si ce n'était pas prévu, s'il n'y a pas de concertation en permanence, voyez-vous, moi je pense qu'il n'est pas tard de créer un cadre de concertation entre les acteurs politiques sur les questions. La CENI est là, c'est vrai, tous les acteurs se retrouvent là-bas, mais comme vous l'avez dit, bon, effectivement, en son temps, il y avait des... Je pense que c'est... Même le débat a été trimballé au niveau de la CENI, il y a eu des tiraillements entre commissaires. Oui, mais en vérité, il faut que les différentes forces politiques puissent ensemble s'asseoir pour faire consensus sur un minimum. Sinon, moindre difficulté, s'il faut vraiment, parce que la difficulté au début, la discussion, je crois avoir compris, c'était par rapport au mode d'enrôlement, je crois. On parlait d'une plateforme multicanal, des choses comme ça. Ça, c'est rentré dans l'ordre. Je pense qu'ils se sont assurés. Mais ce qu'il faut savoir, par rapport à la nouvelle loi, on n'aura plus les kits que les gens tournent dans les localités pour recenser tout et tout. C'est-à-dire les gens doivent aller s'inscrire avec la CNIB ou le passeport ordinaire. Et le passeport ordinaire ou la CNIB qui vous ont permis de vous inscrire va servir aussi à la votation, au vote. C'est-à-dire on supprime les cartes d'électeurs. On supprime les cartes d'électeurs. Mais quand vous vous inscrivez, la CENI vous délivre un récépissé. Ça, c'est extrêmement important. Qui atteste que vous vous êtes inscrit sur les listes électorales. Que vous vous êtes inscrit et qui indique votre bureau de vote. Alors, un mot sur le référendum qui a annoncé, le président du FASO a reçu ce 14 mars le bureau de la Commission constitutionnelle qui a réaffirmé que l'adoption de la 5e République va être faite par référendum et non par voie parlementaire, comme on a susurré par là, parce qu'au regard de la situation sécuritaire, d'aucuns avaient estimé que c'était de l'argent jeté par la fenêtre parce que ça ne servait pas au regard du contexte sécuritaire, qu'on avait besoin de cet argent. Finalement, le président du FASO a réaffirmé que c'est par référendum que cette constitution sera adoptée. Quel est votre mot? Comment ça va s'opérationnaliser? Le président du FASO a eu parfaitement raison, parce que si vous vous référez à l'article 195 du projet de constitution, qui dit que la constitution est promulguée par le président du FASO dans les 21 jours qui suivent son adoption par référendum. Ils l'ont mis. Donc, ils l'ont mis dans obligatoirement, il faut le faire par référendum. Il faut le faire par référendum. Alors qu'en 2020, on a les élections présidentielles, on a les législatives. C'est ça la démocratie. On va coupler ou on va tripler? Bon, normalement, tout est possible, mais en vérité, l'intérêt ici, c'est de donner une plus-value, quoi. C'est ça.
Mais maintenant, c'est ça aussi notre problème. C'est le coût de ces opérations. C'est coûteux. Mais il se trouve que sur le plan pratique, c'est le bulletin unique. Ça ne pose pas de problème. On peut le coupler à une autre élection. Ça, je ne vois aucun problème. Mais dans le contexte actuel, effectivement, marqué par les questions sécuritaires, mais il faut que la classe politique explique aussi à leurs militants que c'est la loi qui l'exige. C'est la loi. Et aujourd'hui, le dernier mot revient quand même au président du Faso, qui en apprécie l'opportunité, car c'est lui qui dispose d'une compétence exclusive de faire recours au référendum. Et d'autre part, il dispose aussi du pouvoir de prendre les dispositions utiles qu'il souhaite explorer par voie parlementaire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait Sadou Sidibé. Il est ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, ancien secrétaire général de la Commission électorale nationale et indépendante, retraité de l'administration publique depuis 2015. Il est aujourd'hui consultant dans les domaines de la réforme du secteur de la sécurité, de la prévention de la radicalisation, de la lutte contre l'extrémisme violent, des processus électoraux, de la décentralisation et du développement local. Sadou Sidibé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Oulon. L'invité de la semaine a été mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Jouron. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur la 92.8 FM, La Voix citoyenne.